Alors bonjour, du coup on va commencer la session. Je vais reprendre donc aujourd'hui, là, la session, c'est sur Mapoupi, Mappayer, comment on va le nommer. En fait, c'est tellement un peu délicat de savoir comment il se nomme que quand vous regardez le README du projet, on ira peut-être le voir ensemble. Il y a le phonétique de comment prononcer le nom du projet. Bon, voilà. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix stratégique pour nommer une solution, mais on pourra y revenir. Dans cette session de... Donc, dans cette session, en fait, on va présenter, enfin, je vais présenter ce produit Mappayer ou Mapoupi. Déjà pour savoir comment il s'inscrit dans l'écosystème IBMI, comment il est arrivé, et en fait déjà pour vous dire que en fait il est très frais en fait, hein, c'est tout neuf, ça arrive. Donc déjà c'est que vous ayez les concepts qui se cachent derrière, que vous ayez un petit peu l'architecture du produit et que vous puissiez éventuellement l'envisager pour l'intégration dans vos futures applications à moyen terme en fait. Donc, on va quand même commencer. Donc, si là, on commence avec un petit peu de retard, mais je vais essayer d'aller un peu vite sur la présentation puisque vous l'aurez. L'idée étant de faire une petite démo en fait. Donc, la démo, elle est prévue sur du Jupyter Notebook. Bon, je détaillerai ça dans la démo. On va commencer justement par définir un peu ce que c'est l'architecture. Ça, c'est quand même essentiel et pourquoi il a été créé. Et, oui, donc, Mapoupi, voilà, donc si vous voulez briller dans l'écosystème IBMI et puis pour parler du produit, hein, Mapoupi, pas Mappayer. Donc, en fait, c'est une couche d'accès à la base de données, comme pourrait l'être ODBC et JDBC. Et vraiment, l'objectif premier, c'est quand même de se connecter à la base de données. Là-dessus, il n'y a rien de très révolutionnaire. Ce qui va vraiment changer, c'est organiser derrière. Donc déjà, il y a deux mots d'ordre, deux mots clés en fait qui sont à l'origine de ce projet-là. C'est la simplicité et les performances. Quand on parle d'ODBC, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés voir un petit peu, c'est plus des problématiques d'éditeurs de logiciels souvent ou de solutions, mais qui sont allés voir la norme ODBC en fait, hein, pour implémenter par exemple ou pour créer un vrai client ODBC, c'est-à-dire ne pas installer celui d'ACS, enfin le driver et ensuite de se connecter dessus. Vous avez une norme, elle est costaud, hein. C'est vraiment du costaud. Et d'ailleurs, c'est le créateur lui-même du produit, donc Liam Barry Allen, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un peu une sommité du monde open source, hein, avec Jesse Gordinski, ils sont partis de ce concept-là. Alors, je parlerai un petit peu de l'historique, mais ils ont essayé de l'implémenter, en fait, cette norme ODBC, pour l'intégrer dans des produits. Et en fait, ils arrachaient les cheveux, le projet prenait trop de temps, etc. Et puis, dans le monde open source et dans lequel on est, en fait, il faut aller vite, et en fait, c'est bien quand c'est simple. Simple, c'est pas forcément que c'est pas bien en fait, hein. C'est bien quand c'est simple aussi avec ça. Donc voilà, donc ça c'était vraiment les deux mots d'ordre, simplicité et comment? Ouais, il y a le petit table là, il n'y a pas d'autre chaise en plus. Euh, Oui, donc, besoin de simplicité et de performance, et puis surtout le côté cloud friendly et cloud compatible. C'est vraiment le. Alors, quand on parle de cloud, juste que la notion soit claire, c'est le fait aussi de pouvoir monter des environnements à la volée, d'avoir des environnements scalables en fonction du besoin, de la charge, etc. Et on est dans des environnements minimums. On peut parler par exemple de containerisation quand on parle de cloud aujourd'hui. Bon, pourquoi pas de virtualisation, mais c'est aussi le monde de la containerisation. Et donc du coup, on va avoir des environnements assez light en fait, et le plus light possible pour pouvoir les monter plus facilement. En fait, avec ce produit, on n'a plus besoin du prérequis qu'on pouvait avoir jusqu'à présent, par exemple d'installer un driver ODBC. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à installer le driver ODBC. Mais clairement, déjà, c'est pas accessible forcément au grand public. C'est-à-dire que déjà, il faut un compte IBM ID pour aller télécharger le driver sur le site d'IBM.
c'est pas quand on le sait, c'est bon, hein, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même savoir comment on fait pour y aller, c'est pas si simple. Et puis après, enfin voilà, le package s'appelle pas ODBC, quoi. Enfin voilà, c'est un petit peu dur à trouver, à installer. Et ODBC, c'est un driver de base de données. Il a des prérequis, on peut pas l'installer partout en fait. Je pense, on en reparlera, mais un Alpine Linux ou même sur des petits systèmes volontairement, je pense à un Raspberry ou un Arduino, vous pouvez pas installer ODBC dessus, un driver ODBC. Parce que c'est vraiment la notion de light. Ben, en fait, le défi de MaPuppy, ça va être vraiment d'enlever tous les prérequis qui sont liés au système hôte du client qui veut se connecter à la database. Et le pari, en fait, il est relevé en fait avec ce produit-là, avec l'architecture que je vais vous montrer. Donc en fait, la communication, donc il faut bien qu'il y ait une communication quand même entre l'IBMI et le client. Tout va se baser sur des WebSockets. Donc les WebSockets, hein, c'est un petit peu en dessous du protocole HTTP. Enfin, quand je dis en dessous, c'est plus bas niveau que le protocole HTTP. Et une différence des WebSockets par rapport au protocole HTTP, c'est qu'en fait, une WebSocket, c'est bidirectionnel. C'est-à-dire que le serveur peut communiquer avec le client et le client peut communiquer avec le serveur. Quand on est sur un protocole HTTP, ben, en fait, on envoie une requête et puis hop, on attend une réponse. Et si on en a plusieurs, ben, il faut envoyer autant de requêtes, etc. Donc là, tout se base sur des WebSockets sécurisé. Je vais grandement y revenir dans la présentation également, c'est que c'est sécurisé par nature, par le produit lui-même. C'est-à-dire que tout de suite, quand on va l'installer, les données qui vont passer sur le réseau entre le client et le serveur seront cryptées. Chose qui n'est pas le cas avec ODBC. Je vais faire beaucoup de comparaisons avec ODBC, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le sécuriser. On peut rajouter un certificat TLS sur le flux ODBC, bien sûr, mais c'est des opérations à faire, à maintenir, etc. Et donc là, nativement, ça va être sécurisé. C'est WebSockets. Et donc, ben voilà, l'objectif principal, ça va être d'intégrer DB2 dans des nouvelles applications modernes. Donc là, j'ai listé quelques langages qu'on peut retrouver aujourd'hui, hein, mais le Node, le Python, le Java, le PHP, le .NET Core. Alors attention, tous ces clients-là ne sont pas encore implémentés. Ils sont dans la roadmap du produit. Il y a une architecture qui est définie, donc en gros, il n'y a plus qu'à. Mais c'est vraiment encore très, très, très récent. Donc, si jamais, a posteriori de la présentation, vous êtes intéressé pour des informations, je vous ai mis tous les liens. Il y a pas qu'un seul projet. Enfin, vous allez avoir pas mal de liens avec beaucoup de documentation. Il y a des step-by-step aussi si vous voulez les démarrer chez vous. C'est assez simple à mettre en place. D'ailleurs, vous allez voir dans la démonstration. Un petit mot justement sur ce côté vraiment récent. À aujourd'hui, MaPuppy est en technologie preview. Alors, technologie preview, en fait, la présentation que je vous fais aujourd'hui, elle est directement issue de la présentation des contributeurs et de ceux qui ont conçu MaPuppy, à savoir Jesse Gordzinski et Liam Barry-Allen. Je voudrais préciser la notion de technologie preview parce que selon l'environnement dans lequel on est, ça peut vouloir dire des choses un petit peu différentes. Je vais prendre la définition que eux ont prise par rapport à leur propre produit. Parce que normalement, quelque chose qui est en technologie preview, c'est pas forcément, justement, c'est qu'on est on n'est pas encore prêt pour la production. Mais eux, en fait, ils disent et ils mettent en avant le fait qu'à aujourd'hui, la version qui est disponible, elle tourne déjà en production chez les clients. Alors, qu'est-ce qu'on peut sous-entendre du coup par technologie preview? Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des versions un peu plus stables qui vont arriver. C'est qu'en fait, on en est encore au début du projet et qu'il y a une architecture qui a été définie. Celle-là, elle est assez solide, mais il y a plein d'améliorations qui vont venir en fonction déjà des premiers retours, un peu comme une version bêta en fait. Et déjà, en préparant cette session, ben, j'ai fait partie un petit peu de la bêta. J'ai pu faire remonter des choses qui sont déjà intégrées depuis dans le produit. Donc, on voit que c'est très mouvant en ce moment. Donc, moi, en tout cas, si je peux vous inviter à faire des choses, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez le tester dans vos environnements, vous pouvez benchmarker aussi chez vous. Par contre, c'est peut-être encore un peu tôt pour partir sur une vraie production là-dessus. Enfin, moi, en tout cas, en toute transparence, je ne me sentirais pas à l'aise de vous dire allez-y en production dès aujourd'hui avec. Donc les contributeurs, j'en ai parlé, donc principalement Jesse Gordzinski et Liam Barry-Allen. Donc ils sont ici, vous avez Santula Gawanepola, je m'excuse d'avance si j'écorche son nom, qui sont 3 contributeurs d'IBM directement. C'est quand même important de le noter, c'est 3 IBM.
Donc c'est quand même drivé par IBM. Voilà, c'est pas une initiative personnelle ou d'une communauté open source, etc. C'est vraiment IBM qui est là-dedans. Donc je vous ai mis la liste aussi des contributeurs que bien sûr vous pouvez retrouver sur le GitHub, puisque le projet est un projet open source. Donc un petit peu d'historique de Mapfire pour savoir d'où ça vient. Donc en fait, ça a démarré en 2020. Mais en fait, en 2020, il y a eu un vrai boom de l'open source sur l'ULM, avec notamment, enfin, c'était avant 2020, mais VS Code et Code for IBMI. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. Mais donc Liam Barry-Allen a beaucoup travaillé sur l'extension Code for IBMI, qui gère l'intégration de l'IBMI au final dans VS Code. Et il y a un module en fait qui permet de gérer DB2 un petit peu comme ce que peut faire ACS en fait. Dans ACS, vous avez des fonctionnalités DB2 pour voir les schémas, les tables, faire des requêtes SQL, consulter les résultats, etc. Mais là, l'idée, c'est d'avoir un maximum de choses au même endroit, en fait, dans le même outil, pour éviter d'ouvrir un ACS à côté, un VS Code de l'autre, voire même, pourquoi pas, un RDI en plus. Ben, le tout, c'est d'unifier un petit peu toutes vos interactions avec les BMI dans un même projet. Et donc, ils ont intégré un module justement DB2 qui sert à communiquer avec DB2 depuis VS Code, interfacé dans VS Code. Et en mars 2022, en fait, ils ont rajouté des fonctionnalités dans ce module DB2 qui nécessitaient des choses qui n'étaient pas natives. Et donc, ils ont commencé à développer ce qu'ils ont appelé un composant serveur sur l'IBMI, qui était du coup à installer, qui est à installer toujours d'ailleurs. Donc, c'est un paquet RPM sur le serveur sur lequel vous voulez vous connecter. De l'autre côté, vous avez Code for IBMI, et ensuite, ça communique entre les deux. Mais ça, en fait, c'était la genèse de Mapupi, en fait. Sauf que là, c'était vraiment spécifique pour l'utilisation de Code for IBMI. Et donc, suite à ça, en fait, c'est qu'ils ont consolidé leur savoir-faire et ce qu'ils avaient fait pour l'intégration de Code for IBMI pour la partie DB2, pour le packager à part et du coup de l'ouvrir en fait au reste de VS Code. Et donc, c'est la naissance de Mapfire. Mapupi, pas Mapfire. L'architecture, elle est relativement simple. Vous avez un composant serveur comme je viens de l'évoquer. Donc ça va être le Mapupi server. C'est juste un package qu'il va falloir installer côté IBM et qu'il faudra démarrer. C'est un démon, en fait, c'est comme un service en fait que vous allez démarrer sur le serveur sur lequel vous voulez vous connecter. Et à partir de là, le serveur, il va écouter au final toutes les demandes de connexion clientes. Le gros travail qui a été fait là-dessus, au final, c'est pas forcément le développement des clients dans chaque langage. Ce qu'ils ont fait, surtout, et c'est ça qui est disponible aujourd'hui, c'est l'architecture du SDK. Et celle-là, elle est définie, ça y est, pour communiquer avec ce démon Mapupi. Et donc, forcément, pour avoir un petit peu de cas d'usage et de cas pratique, une fois que cette architecture elle a été définie, ils ont mis un peu le pied à l'étrier, ils ont pris les 3 premiers langages qui sont ici, donc Python, Java et TypeScript, JavaScript en fait, donc pour intégrer dans du Node par exemple. Vous avez des clients qui sont existants, que vous pouvez télécharger aussi en open source sur GitHub, et qui sont directement opérationnels en fait, que vous pouvez intégrer directement dans vos projets. Je vous ai mis dans le futur, en fait, il y a des travaux qui sont en cours pour un client Mapupi PHP. Donc, il y a déjà le projet, il y a déjà une sorte de version bêta, bon, c'est pas encore tout à fait prêt. Vous avez une idée peut-être de pourquoi c'est pas encore prêt dans PHP par rapport à du Node ou autre? C'est la gestion des WebSockets. On l'a vu tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que ça communiquait en WebSocket. Bien sûr qu'on sait faire des WebSockets en PHP, mais c'est un peu moins natif qu'en Node, par exemple. En Node, les WebSockets, c'est vraiment bien intégré. Bon. Et puis après, du coup, il fallait juste prioriser aussi des langages. Donc voilà, c'est des choses qui vont arriver. Bon. Ça résume ce que je viens de dire. Un nouveau job côté serveur, des clients, et ça va communiquer. J'ai rajouté un schéma de Mapupi justement qui résume vraiment, tout est résumé là-dedans dans l'architecture. Vous allez avoir sur l'IBMI le Mapupi serveur avec qui va attendre des connexions WebSocket, un ensemble de clients qui vont communiquer par WebSocket de façon sécurisée. Donc c'est ces WebSockets en fait qui sont cryptés par nature. Et ensuite, qu'est-ce que l'on retrouve là? Du JDBC.
Et ça, c'est fondamental de le comprendre. C'est-à-dire que en fait, il n'y a pas une écriture de l'accès à la base de données dans Mapoopi. Le projet ne va pas jusque-là, en fait. C'est juste la communication pour l'intégration quelque part des nouvelles technos. C'est-à-dire que en background, dans Mapoopi, il y a du JDBC en fait. Pourquoi? Parce que Mapoopi Server, il est fait en Java. Et pour se connecter à la base de données, en fait, lui-même va ouvrir des travaux, ben, les fameux QZDASO init ou SS init, s'ils sont sécurisés, leur version sécurisée. Voilà, donc en fait, c'est vraiment, si vous regardez, c'est vraiment l'intégration depuis l'extérieur et des nouvelles technos qui est mise en avant en fait avec les WebSockets et que côté client, ce soit le plus léger possible. Et du coup, tout est géré côté IBMI dans le démon qu'il faut télécharger et installer. J'ai précisé la notion importante, je l'ai déjà dite, mais elle est tellement importante, c'est là vous voyez que j'ai barré le driver JDBC pour Java ou le driver ODBC. Voilà, côté client, on est vraiment très très léger. Alors après, c'est quelques définitions, quelques principes fondamentaux, mais au final, ça va être que du rappel parce que le projet est simple. J'ai un petit peu déjà parlé de ces principes fondamentaux, mais déjà, premièrement, c'est d'avoir mis en place un SDK, donc cette fameuse architecture, pour qu'il y ait une cohérence dans tous les langages. Si on revient un petit peu dans l'historique de la connexion à l'IBMI, si on prend PHP et Node, dans PHP, il y avait l'extension IBM DB2. Alors, je ne vous montre pas dans l'historique pour ceux qui connaissent encore avant. Il y avait encore quelque chose d'autre avant IBM DB2. Mais donc, du coup, IBM DB2, c'est un connecteur natif PHP qui n'est utilisable que par PHP pour communiquer avec DB2. Moi, je parle de PHP parce que c'est un des premiers langages web qui est apparu sur IBM. Ensuite, vous avez Node qui est apparu un petit peu après. IBM, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, on va développer la même chose qu'IBM DB2, en fait, mais pour Node. Là, ils ont sorti IDB Connector. Il marche toujours, hein, c'est des connecteurs natifs, ça marche bien. Mais par contre, IBM doit maintenir ce IDB Connector, doit maintenir ce IBM DB2, doit le faire évoluer. Donc là, le changement de paradigme au final, c'est que IBM propose son SDK, l'architecture, et après, libre à nous de l'implémenter, en fait, tout simplement. Et surtout, c'est la même implémentation, peu importe le langage, quoi. C'est vraiment. Donc là, on va parler de consistency. Un minimum de dépendance, clairement, voilà, je pense que je l'ai assez évoqué, hein, mais on n'est pas dépendant du système hôte, on va juste être dépendant du langage lui-même. Aucune dépendance native, les drivers, on en a parlé. La communication avec le serveur va se faire via un seul port. Je vais aussi insister un petit peu là-dessus, mais c'est très simple comme constat. Mais c'est simple à gérer. C'est-à-dire que là, la WebSocket, on communique sur un port entre le client et le serveur. Sur le réseau, on peut configurer, là, j'autorise tel serveur à communiquer avec mon IBMI. Il n'y a que lui qui a le droit de communiquer sur ce port. Et voilà, j'autorise que cette communication WebSocket. Je ne sais pas si vous avez déjà autorisé de l'ODBC sur votre réseau, si jamais vous avez. En fait, c'est un échange de flux. Il y a plusieurs ports parce que ça se passe en plusieurs étapes en fait la connexion. Ça passe par port mapper, vous avez le sign-on et puis après les accès database. Donc en fait, vous avez X ports à ouvrir et qui ne sont pas forcément toujours faciles à trouver. Donc voilà, ça va simplifier la gestion sur le réseau de ça. Et dernier point, je l'ai également évoqué, mais les données seront toujours cryptées par nature. Alors en termes de portabilité, alors c'est sur un petit comparatif avec JDBC et ODBC. On l'a dit, par exemple, il n'y a que Mapoopi qui fonctionne qu'avec un seul port pour communiquer. Les données qui sont toujours encryptées, il n'y a que Mapoopi qui fait ça. C'est-à-dire que même si vous le vouliez, en fait, par défaut, de toute façon, dans votre WebSocket, ça va passer encrypté. Tandis que les autres, vous avez une action à mener pour crypter ce qui passe sur le réseau. Dans tous les cas, que vous soyez JDBC, ODBC ou Mapoopi, vous avez, dans les mécanismes de sécurité, toujours la possibilité d'avoir les mécanismes de point d'exit. Pourquoi vous avez cette possibilité? Parce qu'on a vu que dans son background, de toute façon, pour se connecter à la base de données, c'était des travaux QZDA init. Donc en fait, vous allez pouvoir mettre des points d'exit dessus pour contrôler justement qui se connecte, quelle IP, est-ce que je bloque, est-ce que je laisse passer, est-ce que je mets un petit warning, quelque chose, enfin, les points d'exit. Et puis après, c'est sur les notions de portabilité, je vais en parler
Alors oui, directement supporté par des différents langages, ben, il n'y a que MapOPI aussi. Pourquoi? Parce que JDBC, c'est propre à Java en fait. Et ODBC, vous n'avez pas tous les langages qui implémentent ODBC. Voilà. Notion de portabilité, même principe, JDBC, ODBC, MapOPI. J'en ai listé quelques-unes, mais je vous l'ai déjà dit en introduction, donc par rapport au Raspberry, Arduino, les conteneurs Alpine Linux, hein, qui sont vraiment très minimalistes et très légers. Ben, dessus, en fait, si vous pouvez faire tourner la techno ben, Node, hein, pour pas le citer, ben, en fait, voilà, c'est bon. Il y a besoin de rien installer d'autre. Ça fonctionne aussi très bien dans des Jupyter Notebook. Ça va être l'objet de la démo. Un seul port. Bon, vous avez la diapo qui en parle, mais ça, c'est ce que je vous ai dit juste avant. J'aurais dû attendre la diapo, mais avec du JDBC ou DBC, vous allez avoir X ports à ouvrir, hein, puisque dans une communication, vous allez passer par port mapper, sign-on et les ports de database pour communiquer avec. Alors qu'avec MapOPI, ben, entre client et serveur, il n'y a que ce tunnel-là à autoriser. Alors, un petit exemple de programme JDBC. Alors, on ne va pas du tout l'étudier, ce code, ça n'a pas d'intérêt là dans ma poupille. C'est juste que c'est une connexion JDBC. C'est juste pour vous dire, ben, ce petit programme, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas grand-chose en fait. Il ouvre une connexion JDBC, pardon, et il exécute une requête SQL et il va fetch le résultat pour l'afficher dans la console. C'est tout ce qu'il fait. Ben, en fait, la connexion et la requête, etc., ben, en fait, elle va générer 11 flux TCP. Ouais, il y a un petit lag, ça paraît pas. Ça va générer 11 flux TCP sur le réseau. Mais en fait, le paradigme de MapOPI, c'est vraiment de simplifier ça. Alors, bien sûr, vous allez avoir un peu l'équivalent de ça, même moins, puisqu'il faut se connecter après à la database côté serveur. Mais encore une fois, ce qu'on a simplifié là, c'est cette relation client-serveur. Puisqu'en fait, il n'y aura qu'un seul flux WebSocket entre le client et le serveur. Donc, plus facile à identifier, plus facile à administrer, etc. Un petit résumé de tout ce qu'on vient de se dire. Pourquoi MapOPI? Bah, déjà plus simple et plus léger que des solutions qui existent déjà pour se connecter à la base de données comme ODBC, JDBC, parce que la promesse d'ODBC, c'était un petit peu la même, hein. C'était de pouvoir se connecter en multilangage, mais là, ça va encore plus loin dans la légèreté et la portabilité. Performant, alors je vous montrerai après un benchmark qui a été réalisé par Liam Barrellan. C'est assez impressionnant en fait entre les deux. Et puis, si jamais vous êtes intéressé par ça, vous avez tous les jeux de test pour les jouer chez vous en fait, hein. Donc vous pouvez les récupérer, tout est tracé. Donc ça c'est aussi pas mal pour vraiment le voir en situation chez vous. Pourquoi performant en fait? Parce qu'on continue de se connecter avec du QZDS Init côté serveur. Mais en fait, dans MapOPI, on est vraiment allé au minimum, en fait, au plus bas de ce qu'on a besoin pour communiquer entre le client et le serveur. On va avoir un principe de pooling aussi qui va être intéressant, dont on va parler après. Dernier point, sécurisé par design. Voilà, c'est du rappel, mais une chose de moins à penser quand on est administrateur, quand on déploie un service, c'est quand même pas mal. Donc, une solution plus cloud friendly que les autres solutions natives. Alors, on va maintenant s'intéresser dans le comment à la partie un petit peu plus technique de ce qu'il y a dedans. Et puis, là, c'était des concepts généraux. Mais OK, comment je fais pour l'avoir sur ma machine? Comment je fais pour l'installer? Comment je fais pour le démarrer? Comment je fais pour faire mon premier client, mes premiers tests, etc. Alors, tout est assez bien documenté, hein, sur les différents projets GitHub que vous avez en lien ici. L'avantage, c'est que là, au moins, je vais vous indiquer un petit peu comment bien démarrer. Au moins, c'est un peu plus rapide que d'aller voir ces documentations. Premièrement, c'est un package open source au format RPM qui est déjà présent dans les référentiels IBM. Donc, si vous utilisez déjà le gestionnaire de paquets open source et le référentiel d'IBM, donc celui par défaut, le package il est déjà dans la liste en fait, sur votre machine. Donc là, je vous ai montré sur le gestionnaire de modules open source, dans les modules disponibles, vous avez le MapOPI Server.
Et puis, sinon, vous pouvez aussi l'installer en ligne de commande. Bon, c'est exactement la même chose, hein, mais le Yum installe et MapOP server. Vous pourrez le mettre à jour également par ici. Et on peut également, pourquoi pas, le télécharger et l'installer manuellement. C'est pas forcément ce que je vous conseille, évidemment. Sauf si vous voulez justement être en avance de bêta ou si vous êtes en relation directement avec les contributeurs et que vous voulez contribuer au projet. Ok, on l'a installé, Yum install MapOP server, c'est tout. Maintenant, il va falloir le démarrer, ce service, puisqu'on a parlé de démon de service, en fait, pour qu'il le démarre, qu'il soit à l'écoute des connexions entrantes. Alors là, vous avez plusieurs solutions. C'est-à-dire que soit vous avez une ligne de commande, alors je l'ai volontairement pas mise dans le support, mais vous l'avez dans les liens justement pour ça. La voie recommandée pour démarrer des services, pour homogénéiser en fait la façon de démarrer des services sur l'IBMI, vous avez un package qui s'appelle Service Commander. C'est un équivalent des gestionnaires de services que vous retrouvez dans les environnements Linux, en fait, pour dire, en fait, je vais service start mon Apache ou service start. Enfin, voilà, vous pouvez démarrer de façon uniforme des services qui, a priori, n'ont rien à voir entre eux, en fait. Mais on va les démarrer, les arrêter, les redémarrer, consulter les logs, des infos, etc., de la même façon. Donc ça, c'est Service Commander. Donc, pour l'installer, Yum install Service Commander, ça fait aussi partie des paquets RPM qui sont disponibles dans le référentiel IBM. Et une fois que vous l'avez installé, le fait d'avoir installé MapOP Server et Service Commander, vous avez déjà un service préconfiguré pour MapOP. Donc, vous n'avez même pas le service, vous, à configurer, en fait. Vous avez déjà un fichier de configuration qui vous permet, sur la ligne de commande, de faire un SC pour un Service Commander, Start MapOP. Vous avez le service qui démarre. Côté serveur, c'est tout. Vous avez terminé. Donc, on va quand même parler de quelques configurations possibles, mais c'est des configurations vraiment basiques au final. Par exemple, le port par défaut de MapOP, c'est le 8076. Voilà, il a été défini comme ça, donc c'est celui par défaut. Et bien sûr, vous pouvez le changer, comme la plupart de vos services TCP. Alors, je vous ai quand même mis la recommandation de ne pas le changer, parce que je pense qu'on est en technologie preview et je me permets juste de rappeler ça parce que c'est préconisé par Jesse Gordzinski et Dan Barry-Allen eux-mêmes de ne pas le modifier. Alors, je pense qu'il doit y avoir quand même des raisons valables derrière. On ne va pas forcément s'amuser à jouer avec. Cependant, il y a quand même la technique pour le changer, de changer la variable d'environnement porte et la directive check live, qui sont deux directives, enfin la variable d'environnement, c'est une variable d'environnement, et le check live, c'est une directive propre à Service Commander. Donc en fait, dans Service Commander, vous avez un fichier YAML qui explique comment démarrer chaque service. En fait, c'est lui qui est fourni par défaut. Et dedans, vous avez dans le check live port, 2 points, et le 8076. Là, vous pouvez le changer à ce niveau. Deuxième élément que vous pouvez configurer, la gestion de TLS. Alors en fait, je vous ai mis 3 options. Ce qui peut se passer par défaut en fonction de vos cas d'usage, je pense que c'est ça qui va se passer a priori dans la majorité des environnements au départ, c'est l'option numéro 3. En fait, ça se passe en cascade. C'est-à-dire que MapOP, au moment où il démarre, il va regarder si vous n'utilisez pas déjà Let's Encrypt sur votre système. Alors, il y a quelques prérequis d'accès Internet, de challenge, de certbot, etc. pour utiliser du Let's Encrypt sur le BMI. On n'en retrouve pas si fréquemment que ça, du Let's Encrypt sur IBMI, mais ça peut arriver, puisqu'on peut le faire. Donc, si jamais vous avez un magasin de certificats Let's Encrypt, en fait, par défaut, MapOP Server, il va prendre le Let's Encrypt pour crypter la WebSocket. S'il ne trouve pas de certificat Let's Encrypt, il va aller chercher son propre magasin de certificats, qui est propre à MapOP. Et donc, ce magasin, il se trouve ici dans QOpenSys ETC MapLayer, certes, et dans un magasin serveur.jks. Si jamais ce magasin n'est pas créé ou qu'il n'existe pas, on va passer sur l'utilisation d'un certificat auto-signé qu'il va générer lui-même. Donc, en fait, il le génère lui-même et il l'utilise. Voilà. C'est pour ça aussi que c'est sécurisé par design, parce que dans tous les cas, il va crypter ce qui passe sur le réseau. Alors, je vois l'heure qui passe, je vais passer un petit peu vite.
Comment crypter les données avec JDBC ou DBC? Ben, il y a une démarche dans DCM. Je vais y passer rapidement parce qu'on passe un petit peu, c'est juste pour un comparatif. Avec MaPuppy, ben, en fait, vous installez MaPuppy et on va se reposer, puisqu'en fait, on a juste à le démarrer. On n'a pas à gérer justement ce certificat. Une globalité sur TLS, évidemment, ça va permettre de crypter les informations. Là, c'est ce que je vous ai dit au fur et à mesure. Mais bien sûr, TLS ne sert pas que à crypter ce qui passe sur le réseau. Ça permet aussi d'authentifier le serveur sur lequel on va se connecter, notamment en s'assurant que le serveur sur lequel on se connecte est bien celui qu'il prétend être. Et donc, il faudra qu'il soit enregistré dans les autorités de confiance côté client. Je vous ai mis le fichier YAML de MaPuppy. Là-dedans, on peut voir l'emplacement de la configuration de ce service, c'est la conf de service commander. Vous avez la startup commande, ça va être intéressant parce que en fait la startup commande c'est pas un exécutable en tant que tel, c'est un shell en fait. C'est un shell qui va lancer le service MaPuppy. MaPuppy, je vous ai dit, c'est du Java, mais clairement si on va voir ce fichier bin MaPuppy, en fait on voit que c'est Java espace, enfin voilà, on lance l'exécutable Java en fait. Et donc, selon les versions que vous avez de Java, par exemple, vous allez pouvoir vous-même gérer les versions de Java que vous allez vouloir utiliser en fait. Et quand on parlait des check alive et du port, c'est ici que ça se passe avec le port 1076. On voit également que dans les check alive, on a un job name MaPuppy. Comment ça se matérialise sur vos systèmes? En fait, dans le sous-système QUserWork, vous allez avoir un job parce que c'est défini là, en fait. Vous pourrez changer le nom, mais en fait, vous aurez un job qui s'appelle MaPuppy. Et c'est lui qui va accepter les connexions WebSocket. Par défaut, et ça c'est une décision qui a été prise, mais ils sont en train un petit peu de revenir dessus. Par défaut, c'est la version 8 de Java qui est utilisée dans MaPuppy. Vous pouvez passer à la version 11 si vous pouvez l'installer, donc soit en version licenciée, soit avec la version open source. Mais par contre, si vous installez ou si vous utilisez ces versions-là, il vous faut aller modifier le fameux shell que je vous ai indiqué. Pourquoi le Java 8 il a été pris? C'est parce qu'en fait, c'est le plus petit dénominateur commun qu'on retrouve sur les machines de nos clients à aujourd'hui. En fait. Mais c'est quand même en cours de discussion pour le passage au Java au moins 11 et si ce n'est plus à l'avenir. Donc, je vous ai mis aussi le lien de cette discussion avec directement les contributeurs. Si jamais dans vos tests, vous utilisez des clients qui sont très récents, donc les dernières versions de Python, de Node, vous allez potentiellement, si vous utilisez Java 8, en fait, avoir des incompatibilités d'algorithmes de cryptage en fait, et d'acceptation des algorithmes de cryptage. Donc, si vous utilisez des clients vraiment très récents, vous allez pouvoir éventuellement rencontrer ce type d'erreur de uncheck failure en fait. De TLS. En fait, déjà pour régler ça, vous pouvez passer simplement à Java 11 sur le VMI. Donc, vous arrêtez votre service, vous passez à Java 11. Et Java 11, c'est gérer les nouvelles méthodes d'encryptage. Vous avez dans le support, je vous ai mis du coup l'emplacement de ce fameux fichier SH et ça c'est ce qui est à l'intérieur. Donc ça c'est celui qui est par défaut avec l'utilisation du JDK 8 et que vous pouvez remplacer. Alors moi dans mon exemple j'avais joué avec la version open source du Java, donc avec le OpenJDK que vous avez en early access dans les packs RPM, hein, dans les modules open source, vous pouvez l'installer. Ça vient pas remplacer le Java 8 que vous avez en programme sous licence. Hein. Ça vient en complément et après, c'est vous qui choisissez d'utiliser telle ou telle version. Donc là, typiquement, on change simplement l'exécutable Java pour dire en fait, je vais utiliser mon Java 11. Oui, je vous ai même mis la commande d'installation. Côté serveur, encore une fois, c'est tout. En gros, si je résume, on a installé le package, on a installé Service Commander et on a utilisé Service Commander pour démarrer le serveur. Il est à l'écoute et tout se passe bien. On parlait de benchmark. Alors, je ne vais vraiment pas avoir le temps de le détailler, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que alors à la fois le contexte du test et du scénario justement qui a servi au benchmark, tout est détaillé dans le lien que je vous ai mis. Donc ça c'est l'exemple complet avec toutes les conclusions. Je vous ai mis que 2 graphiques que je trouvais parlants. Enfin, les plus parlants, c'est un qui va gérer des connexions en pool.
Donc en pool, en fait, on lance X requêtes en même temps, en fait, hein, c'est ça, c'est le côté simultané. Et de l'autre côté, c'est une après l'autre. Et dans les graphiques, en fait, vous avez en vert les performances de MapOupi et au DBC, en fait, on observe un phénomène de queuing, en fait, de mise en file. Bon, en réalité, c'est assez performant également, mais quand on regarde les performances de MapOupi, en fait, on se dit, ah ouais, il y avait quand même un gap possible encore d'amélioration. Donc ça, c'est vraiment pour toutes les conclusions du test, vous les avez ici. Et en haut, je vous ai mis le lien où en fait c'est un projet GitHub justement où vous récupérez les sources qui ont servi à ces tests. Donc ne croyez pas juste un benchmark qui a été fait sur des machines qui ne sont pas les vôtres. Faites-les chez vous. Faites-les chez vous, ça vous génère les graphiques également. Enfin, vous savez toutes les métriques de ces tests-là. Donc le backend MapOupi qui utilise JDBC, j'en ai parlé, ou sa version sécurisée plus SSInit. Donc, toutes les considérations qui concernent ces travaux-là continuent de s'appliquer. Voilà, on s'appuie quand même sur l'existant, on ne met pas tout à la poubelle, etc. Donc, je vous l'ai déjà dit, en termes de sécurité, déjà pour le QZDA SSInit et ou pour les points d'exit, par exemple, mais aussi pour la scalabilité. La scalabilité, hein, c'est l'optimisation un petit peu des performances, puisque ces travaux-là sont des travaux à démarrage anticipé. Donc là, pareil, je vais passer un petit peu vite pour avoir le temps de faire la démonstration, mais vous avez tout dans le support. Ouais, donc sur la scalabilité, bon, je vais revenir un petit peu après. Je voulais quand même juste vous montrer, j'ai extrait en fait l'historique du travail en fait QZDSOinit, mais qui est lancé depuis une connexion MapOupi. C'est juste pour observer les registres spéciaux, parce que du coup, on a besoin de ces registres spéciaux pour pouvoir positionner des points d'exit. Et donc, dans ces registres spéciaux, en fait, à chaque connexion, qu'est-ce qu'on peut voir déjà? C'est que, bon, on a le nom du user qui s'est connecté, lui, il vient bien du client. Par contre, pour l'instant, le client, il est toujours en 127.0.0.1, enfin localhost, quoi. Et ça, c'est normal vu l'architecture qu'on a vue ensemble. Donc, du coup, déjà, c'est un peu gênant pour l'instant pour positionner des exit points par rapport au client qui va se connecter dessus. Mais on peut observer que dans les registres spéciaux, on a notamment le client workstation name, donc là, localhost, ou alors là, on avait l'IP du client. Donc les deux captures que vous avez ici, en fait, elles sont réalisées avec deux clients MapOupi différents, un en JavaScript et l'autre en Python. C'est également en cours d'amélioration pour le remonter de façon systématique. Au final, les valeurs qui sont affichées dans les registres spéciaux, aujourd'hui, font partie de la configuration côté client. Mais du coup, appliquer une règle de sécurité par rapport à quelque chose qui est mouvant côté client de config, en tout cas, c'est les choses notamment que j'ai fait remonter en préparant cette démonstration et où Jesse Gorzicki a clairement acquiescé et nous dit ouais, on a vu ça, on est d'accord. En fait, c'est déjà en cours d'intégration. Donc ça, on devrait l'avoir de façon systématique sans que ça passe par la conf client. On aura dans un registre spécial l'IP du client MapOupi qui est et donc du coup, on pourra positionner des points de site par exemple sur la MSP. En plus du user qui est déjà dessus. Alors, c'est pas une session sur JDBC, donc je vais quand même le passer. C'est juste des considérations, justement, parce que comme ça utilise quand même du JDBC, toutes les considérations de JDBC restent valides pour ça. Si jamais vous voulez créer un sous-système dédié, justement, pour allouer des ressources spécifiques pour ces travaux QZDSOinit, mais de MapOupi, vous pouvez, ou par application. Pour éviter que ça déborde en fait sur le système, que ça vous consomme trop, ou tout simplement pour avoir une meilleure vue visu sur les données de performance de MapOupi ou d'une application d'une autre. Bon, là aussi, je vous ai mis quand même pas mal d'informations sur ce niveau-là, mais c'est assez bien documenté. Et sur l'aspect scalabilité, ce que je vous disais, en fait, on va pouvoir jouer sur les travaux à démarrage anticipé, en fait, sur ces trois choses, hein, c'est le initialize job, le seuil de déclenchement de la création de nouveaux travaux et le nombre de jobs qui vont être ajoutés. Je ne sais pas si vous connaissez tout ça.
Mais partons simple, en fait, par défaut, vous avez un seul job QZDS init, il est là, il est déjà démarré, donc s'il y a une requête qui arrive, hop, il va tomber dedans, il va s'exécuter. Et en fait, dans ces travaux à démarrage anticipé, vous pouvez configurer, ben, en fait, si j'arrive, s'il n'y a plus de travaux disponibles pour gérer ma requête, qu'est-ce que je fais? Mais en fait, qu'est-ce que je fais ici avec cette config, c'est qu'il y a 2 nouveaux jobs QZDS init qui vont démarrer pour accueillir les requêtes. Mais ça, c'est configurable. Donc là, vous avez les valeurs par défaut, et vous pouvez faire avec la commande que je vous indique ici, avec le change prestarted PJE, vous pouvez configurer ces informations. Comment on peut déterminer les bonnes valeurs, justement? Ben, tout simplement, vous avez des statistiques d'utilisation de ces pre-started jobs. Donc, dans le DSP Active Pre-started Job, vous allez voir dans le sous-système User Work, vous allez voir vos travaux QZDS init qui vous intéressent. Et dedans, en fait, vous avez ben, le nombre le nombre de travaux qui sont démarrés, combien il y en a eu en peak number, hein, donc vraiment le max de l'activité, etc. Et en fonction de ces infos qui reflètent la vraie activité sur votre machine dès que c'était init, vous allez pouvoir configurer justement vos différents seuils. Pareil, si on peut observer là le dernier, j'aime bien le regarder, si c'est autre chose que 0, pas forcément une très bonne nouvelle, c'est le nombre de requêtes qui ont été rejetées parce que justement les jobs n'ont pas pu les attraper en fait. Donc si vous avez un chiffre plus haut que 0, pensez à modifier quelque chose ou enfin, à essayer de configurer pour pas que ça arrive parce que c'est pas normal et ça ne doit pas arriver. Alors, je vais passer côté client, donc guidé par une architecture de référence unifiée, cette fameuse architecture du SDK, pour avoir une expérience similaire. Mais en fait, si on parle en programmation un peu orientée objet, en gros, ça va être des interfaces en fait. Hein. On va être donc sur des noms de classe, méthodes, du type scrollable pardon, pour gérer les exceptions. Tous les paramètres et les options de configuration seront les mêmes, peu importe le langage que vous allez prendre. Les clients disponibles, ben, je vous l'ai dit, il y a le client Python, Node et Java qui sont d'ores et déjà disponibles. Donc, vous avez les 3 projets GitHub que vous pouvez récupérer et directement utiliser. Les clients à venir qui sont en cours, donc là, vous voyez qu'il y a même pour PHP et JDBC, vous avez déjà des projets, mais ils ne sont pas encore finis, comme ce que je vous disais. Alors, et ceux-là qui sont à venir. Pour le JDBC, je voulais juste apporter un petit mot sur le JDBC. Ça, c'est un gros travail qui est fait actuellement. C'est que JDBC, en fait, c'est une norme. C'est un peu comme un DBC. Mais c'est juste que, en fait, là, ils sont en train de travailler sur d'implémenter la norme JDBC, mais avec du MapOPI. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir faire un JDBC de points plutôt qu'un MySQL ou ODBC, etc. On va pouvoir faire JDBC de points MapOPI et après la chaîne de connexion JDBC. Mais en réalité, ça va passer par du MapOPI. Ce qui fait que si vous avez une application qui utilise déjà du JDBC, en fait, c'est juste de la conf. Il y aura juste la conf à mettre en place de MapOPI pour passer par ces WebSockets et ce mécanisme-là. Côté client, alors là, je vous ai mis dans le support un exemple complet avec du JS. Je ne vous ai pas mis tous les langages. Côté JS, donc on peut utiliser NPM pour récupérer, donc Node Package Manager pour récupérer des dépendances JavaScript. Donc dans votre projet, vous avez le package IBM MapOPI-JS. Dedans, c'est la bibliothèque justement qui implémente cette architecture SDK déjà. Donc il n'y aura plus qu'à l'inclure et à l'utiliser. En fait. Un exemple complet, ben là en fait, on définit juste des informations de connexion. C'est du basique, hein. On doit se connecter, il faut indiquer Lost, le port de MapOPI, donc le 1076 par défaut, et un profil mot de passe. Alors là, on l'a mis comme un profil de service dans une conf. Évidemment, selon votre application, vous pouvez l'envoyer en interactif ou autre. Mais en gros, on a besoin de ces informations pour se connecter. Alors, je vais passer plutôt sur les exemples. Ensuite, on va utiliser la méthode connect de l'objet SQLJob qui est définie dans le SDK. C'est un connect en fonction des credentials. Là, en fait, c'est les 4 confs que je vous ai montrés dans le point lamb. Vous avez la méthode query qui permet d'exécuter une requête. On est sur du basique, hein, mais assez simple. Donc, query, c'est aussi une méthode de SQLJob. Et la méthode execute pour l'exécuter. Il faut penser à la clôturer
après. On peut exécuter des requêtes préparées également dans ce client-là, heureusement. Donc là, c'est directement intégré dans. C'est la même méthode en fait, hein, c'est query, c'est juste la syntaxe que vous allez mettre dedans. Dans query, vous allez pouvoir passer un deuxième paramètre au format JSON en fait, qui contiendra les valeurs que vous voulez passer à tous vos paramètres. Et après, on n'a qu'à l'exécuter. Vous pouvez exécuter aussi des requêtes SQL par lot. Exemple, un insert multiple, en fait, ben, vous le préparez une seule fois, vous mettez un tableau de tableau. Si vous remarquez, c'est juste une petite différence de typologie du parameter. Il n'est pas envoyé pareil, c'est pas une liste de valeurs, hein, c'est une liste de tableaux de valeurs. Voilà. Et quand vous allez lancer cette opération, il va pas faire les. Enfin, avec ça, il va pas lancer un insert après l'autre, en fait. Il va les envoyer en même temps. Il y a la notion de pool qui est très intéressant. Donc, un pool, c'est pour, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est pour envoyer des requêtes en simultané et en parallèle. Mais là, en fait, vous pouvez créer un objet pool qui est défini pareil dans l'architecture SDK. Donc, c'est un pool MapOpi. Et dans ce pool, donc vous allez pouvoir définir notamment la max size du pool. Ben, c'est pour savoir combien de requêtes vous voulez envoyer en fait en simultané au max. Donc ça, c'est à vous de le configurer en fonction de ce que votre système il est capable d'encaisser, en fonction de votre application aussi, etc. Dedans, vous préparez vos différentes exécutions. Et du coup, quand on le lance, en fait, vous lancez toutes les actions du pool en même temps. Les requêtes du pool. Il y a un référentiel d'exemples qui sont déjà pré-opérationnels. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je vous ai indiqué, c'est les clients MapOpi dans les 3 langages que vous pouvez télécharger, mais c'est la bibliothèque en fait, hein. C'est-à-dire que ça ne contient pas des exemples. Pour vous faciliter encore plus la vie, vous avez des exemples. Donc là, sur le sample, vous avez des exemples pour Java, pour Python et pour TypeScript. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est du presse-bouton, hein. Vous faites un git clone et derrière, vous lancez juste les exemples là et ça communique directement. Et d'ailleurs, celle qu'on va voir dans la démo c'est un de ces samples-là, en fait. Alors celui-ci, vous ne l'avez pas dans les samples, ça c'est simplement le résultat de mes tests et de mon travail justement en préparation de cette session. C'est juste que je voulais quelque chose de le plus. Moi j'aime bien le simple. C'est pour ça aussi que j'aime bien aussi l'approche de MapOpi. Là, je vous ai mis un script JS. Je vous laisse le regarder et ceux qui connaissent du JS, mais en gros, on va récupérer la configuration, on inclut cette fameuse bibliothèque MapOpi JS, et derrière, on se fait juste une fonction qui va se connecter, exécuter la requête et afficher les résultats. OK, simple, mais au moins à partir de cet exemple qui est fonctionnel, vous pouvez partir justement sur l'adaptation à vos propres tests que vous voulez faire, si vous voulez faire le code d'une procédure stockée, si vous voulez faire des requêtes un peu spéciales, ou enfin. Derrière, on fait le exec request. Bon, je vous ai mis, donc on appelle juste le node et le nom de votre script, et voilà, ça envoie ça. Je vais passer à la démonstration. Donc, je crois qu'il me reste 5 minutes, donc ça va être rapide. OK, donc là, je suis connecté en SSH sur mon système IBMI. Ce que vous avez, en fait, ce que je vous montre, c'est le SC-check. SC, vous vous souvenez, hein, c'est Service Commander qui permet de gérer les différents services sur la machine. Alors là, je ne vais pas installer ma copie serveur, ni Service Commander, ils sont déjà installés en partition. Le SC-check, en fait, il vous liste tous les services qui sont configurés sur votre système. Donc là, vous avez un ensemble de services, et dans la liste, qu'est-ce qu'on peut observer? On a un petit lag, mais bon. Vous avez le MapOpi serveur qui est en not running. Donc, pour le démarrer, un SC start, le nom du service. OK, donc là, mon service est démarré. De fait, alors celui que je vais vous montrer, alors là, je l'ai déjà récupéré. C'est un client MapOpi Python qu'on fait tourner dans Jupyter Notebook.
Jupyter Notebook, en fait, c'est juste un système qui permet d'exécuter du code, là en l'occurrence Python, en interactif. C'est-à-dire que vous avez le notebook qui est présenté ici. Vous pouvez écrire du code et en fait, vous pouvez exécuter ce bout de code petit à petit. Donc, c'est très pratique justement pour notamment les présentations et ou pour tester des bouts de code et des choses parce que on peut le faire vraiment en step by step, quoi. Et on n'est pas obligé de lancer tout le programme qui va tout exécuter. Donc, la première étape, c'est l'installation de packages, mais notamment le Mapopi Python. Tout à l'heure, on a vu le Mapopi JS. Donc là, c'est juste le client. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Ensuite, la deuxième opération, c'est l'import de la configuration. Donc là, je ne vais pas vous la montrer parce qu'il y a mes identifiants et les opérations qui concernent la connexion au serveur, hein, les 4 configs qu'on avait. Donc là, je vais juste quand même le jouer pour l'importer. OK. Donc, hop, je joue la config. Donc là, si vous regardez, c'est du code Python qui va juste aller lire mon config.ini qui est ici, qui contient cette information. Passons à Mapopi. Ben là, on a du code Python qui prend les informations de la config et qui va exécuter, donc il va se connecter d'abord hein, avec un SQL job et l'objet credential, et qui va exécuter la requête SQL. OK. Là, je vais la lancer. OK. Et donc là, on a le résultat de la requête qui est apparu ici. Ouais, il y a quand même un gros delta entre le premier et le second. Voilà. Et donc là, ben, on a exécuté ben, tout simplement notre première connexion avec Mapopi. Alors là, on l'affiche très basiquement là-dedans. Si on veut aller un petit peu plus loin, c'est juste si on veut bien le présenter mieux qu'une console, mais là, Mapopi ne rentre plus en jeu, c'est juste l'intégration de Panda DataFrame là-dedans. On va avoir le même résultat, mais sous forme de tableau. Derrière, vous pouvez avoir un petit peu les mêmes choses, mais sur des graphiques générés. Oui, mais là, on rentre plus dans du Python que du Mapopi, mais on voit que, ben, au final, il est opérationnel. Là, on a l'exécution d'une requête SQL, mais pareil, ça a l'avantage d'avoir un exemple en Python qui va construire une requête en fait dynamiquement en Python et derrière qui va se servir du SQL job et de Mapopi pour aller requêter la table. Bon, je ne vais pas tous les défiler, mais le pooling, quand même, c'est intéressant. Je vais juste lancer l'opération de pooling. OK, et donc là, bon, ça a juste répondu true dès que une requête était terminée. Donc là, ça a envoyé le select étoile from employé et from departments en passant par Mapopi. Voilà, donc démo un peu succincte, mais normalement, vous avez toutes les billes en main pour pouvoir aussi commencer vos projets un petit peu de vos côtés. Un petit mot sur la suite et les prochaines évolutions. Donc, j'ai parlé de JDBC, c'est vraiment l'implémentation du protocole JDBC, donc c'est un peu la conformité aux normes. Pareil pour la norme de Python. Pardon. Une technologie Preview 2, alors elle n'est pas officiellement annoncée, mais c'est un petit peu ce qui arrive en fait et ce qui est dans les tuyaux. Donc, il y a du travail sur la compression de données qui va être fait, donc pour des échanges de gros volumes de données dans les tuyaux, hein, dans les WebSockets. De l'amélioration de la gestion de TLS, notamment en proposant un lien plus facile avec DCM pour utiliser notamment les magasins système. Ce sera juste une possibilité en fait en plus hein, de ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec les magasins de certificats qui sont dans l'IFS. Autre notion, quand j'ai marqué gestion des logs dans la technologie Preview 2, c'est que là pour l'instant, il y a des logs qui sont vraiment très succinctes. Vous pouvez bien sûr avoir accès aux historiques des jobs, etc. Mais il va y avoir un travail de fait justement pour avoir un maximum de logs sur les connexions en mode verbeux. Pour l'instant, vous avez la possibilité d'avoir un mode verbeux côté client aussi quand vous lancez une connexion. Et donc là, ce sera aussi côté serveur. Et amélioration de la maintenance, c'est qu'il continue encore de travailler sur le contenu du code pour faire un petit peu la même chose, mais que ce soit encore mieux organisé avec quelques petites refactos. En fait, dans la conclusion, ben, au final, c'est tout ce que je vous ai dit pendant cette session. Simplicité, portabilité, rapidité, sécurité.
ça coche un petit peu toutes ces cases-là pour être cloud friendly, cloud compatible. C'est encore récent. Je vous invite à vous y intéresser, à les tester sur vos machines. Euh, et voilà. Merci à vous et je reste si vous avez des questions. Il n'y a pas de souci. Oui. Mis à part le fait qu'on ne voit pas encore l'idée du client, etc., il y a quoi qui aujourd'hui te fait dire que ce ne serait pas un action de projet? Alors, c'est surtout que ça bouge beaucoup. Parce que justement, on en est au début et que, en fait, pour l'instant, par exemple, j'ai pas rencontré de bugs dans tous les tests que j'ai pu faire, en fait. Mais il va y avoir un certain nombre d'améliorations qui vont nécessiter des mises à jour très, très fréquentes et régulières et qui vont peut-être changer des petits paradigmes à droite, à gauche. Et du coup, voilà, j'ai un petit peu du. Et puis, voilà, c'est encore très frais. Moi, personnellement, je l'ai testé sur un mois. Je peux pas vous dire partez en production tout de suite avec. Mais par contre, collectivement, faisons des tests. Allons-y, faisons remonter des informations. Ils sont friands de tous les retours qu'il peut y avoir. Et ils travaillent dessus parce qu'ils y croient fort et qu'eux-mêmes l'intègrent dans leurs produits, en fait. Mais ça va arriver vite, hein. Ça va arriver. Du coup, VS Code, il tourne déjà avec ça, en fait, par-dessus. Ouais. Alors, c'est pas avec le package MapUPI quand même, mais c'est le composant serveur qui a servi vraiment à faire MapUPI. Autrement dit, vous n'avez pas besoin d'installer MapUPI pour utiliser VS Code et le DB2 Components. Non, mais par contre, du côté serveur, tu n'as pas besoin de mettre. Il y a le DB2 utile et il y a d'autres packages à installer pour avoir toutes les options dans VS Code et Code for API. Mais techniquement et à terme, si c'est cohérent, en fait, tout passera par MapUPI, hein.